Alors bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de Verbatim, un épisode où, comme je vous l'avais promis, à défaut d'arriver à vous faire un live, j'ai rassemblé toutes vos questions sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube et sur Twitter, et on va y répondre ensemble pendant un gros quart d'heure. Donc voilà, ce sera un épisode spécial réponse aux questions. Alors j'ai ramené quelqu'un pour m'aider à lire les questions, tout ça. Entre nous, voilà, je le trouve un peu con, mais bon, j'ai fait avec ce que j'ai trouvé à la dernière minute, ça ira. Hop, salut tout le monde. Alors donc voilà, comme je vous l'ai dit, on va juste répondre à vos questions. Vous en avez posé plein, c'est super cool. Donc on va avoir le temps de bien discuter de tout ça et je vais pouvoir vous répondre tranquillement. Alors bah voilà, on va commencer direct. Je te laisse envoyer la première question. Alors la première question, elle est de @MickeyBoy sur Twitter. C'est le taré ou le passionné, je sais pas trop comment dire, qui se regarde tous les matchs de l'OL et qui les décortique action par action sur Twitter en fait. Donc il demande, résume en quelques mots la tactique sous Genesio. Facile, exploit individuel FC. C'est pas plus compliqué que ça. Ensuite, il y a une question un petit peu inattendue, une question d'un voisin, Clément Girardon, qui demande serait-il pas bénéfique pour ce club de ne pas jouer une Coupe d'Europe pendant une saison pour pouvoir se restructurer, se reconstruire et revenir plus fort la saison suivante? Alors sur le plan sportif, si, sans doute que ça pourrait être positif d'avoir en gros une année de transition avec pas de Coupe d'Europe pour pouvoir se concentrer sur le championnat, sur la restructuration de l'équipe, tout ça. Le problème, c'est que la Coupe d'Europe, c'est quand même très très important sur le plan financier. Donc même si ça pourrait être utile sur le plan sportif, le financier est tellement important, l'impact d'une participation ou non à une Coupe d'Europe, c'est tellement important qu'à mon avis, c'est compliqué de raisonner en ces termes-là, même si le club a des résultats financiers formidables apparemment, on y reviendra plus tard. Alors, question de Loïs Guzukian, toujours sur Twitter, le fameux, l'immense Loïs, qui demande: est-ce que prendre Ranieri, c'est pas une solution à court terme pour calmer le jeu auprès des supporters, notamment étant donné l'âge de Claudio Ranieri? Bah, une solution à court terme, si, c'est vrai que Claudio Ranieri, c'est pas un coach que tu prends pour construire, c'est un coach que tu prends pour avoir des résultats. D'ailleurs, il est connu pour ça, il va avoir des résultats, peu importe l'équipe qu'il a. Il n'y a qu'à voir ce qu'il fait à Nantes, je me répète, mais Nantes, ils n'ont absolument pas l'équipe pour être à leur classement actuel. C'est quelqu'un qui va arriver et être pragmatique et savoir tirer le meilleur de ses joueurs, et voilà, c'est ça, être efficace et obtenir des résultats rapidement. Donc oui, c'est un choix de court terme, ou en tout cas, c'est pas un choix qui va permettre de construire sur la durée. Claudio Ranieri, c'est pas un constructeur, c'est pas un bâtisseur, comme peuvent l'être d'autres entraîneurs. Et alors une autre question de Loïs, du coup, j'en ai choisi deux, mais c'est parce que la prochaine, elle est vraiment importante. Les Français veulent savoir, comme on dit, quel est ton EBI TDA? Alors là-dessus, moi j'ai un souci avec le président Jean-Michel Aulas. Bon, c'est un problème sémantique, on n'utilise pas tout à fait les mêmes termes. Lui, il parle de l'EBI-TDA. Moi, j'ai tendance à préférer la version française qui est le BA2IDA. Donc, bien sûr, excusez-moi de faire les rappels basiques, c'est le bénéfice avant intérêt, impôt, dépréciation et amortissement. Donc voilà, moi j'ai fait les calculs. Sur la fin de l'exercice 2017, on est à peu près à 850 francs CFA en ce qui me concerne. Voilà. Alors, question suivante, Tony69 sur Twitter. Les retours de Benzema et Ben Arfa sont-ils envisageables? Alors, sur la question des retours de Benzema et Ben Arfa, il y a eu beaucoup de supporters qui m'ont posé la question. Je comprends que ça intéresse les gens, je comprends que ce soit quelque chose qui vous plaise. Je ne sais pas, disons que j'ai pas d'infos précises. Est-ce que c'est possible? Enfin voilà, c'est une rumeur, à voir, on saura à l'avenir si elle était fondée ou pas. Ce que je sais, c'est que autant Benzema, ce sera toujours utile, autant Ben Arfa, comment vous dire? J'en ai fait le deuil. C'est très triste d'en arriver là, mais j'ai fait le deuil de Ben Arfa. C'est un des joueurs les plus talentueux qu'on a pu voir jouer. C'est sans doute le joueur le plus talentueux formé par l'Olympique Lyonnais sur le plan technique. Mais voilà, il n'a pas eu la carrière qu'il méritait. C'est très triste, on ne peut que s'en désoler. Mais voilà, je ne veux pas réespérer, je ne veux pas y croire à nouveau. J'ai fait le deuil des espoirs que j'avais avec Hatem Ben Arfa, qui était énorme. Je pense que c'est un joueur qui est passé à côté d'une carrière absolument monstrueuse. Mais bon voilà, si le talent c'était la seule condition pour réaliser une bonne carrière, ça se saurait. Benzema, je suis pour, parce que c'est quelqu'un qui a toujours des qualités, et c'est quelqu'un qui pourra apporter à l'OL, c'est une figure importante, tout ça. Benzema, ça ne me dérangerait pas, je serais même plutôt enthousiaste. Hatem Ben Arfa, je me refuse d'y croire. Il y a une petite voix dans ma tête qui me dit mais si, ça peut le faire, mais je ne veux pas l'écouter. Alors on enchaîne avec Dark Creepy, toujours sur Twitter, qui demande quelle sera la place selon toi de Terrier et Dubois dans l'effectif l'an prochain? Bon après il dit que tu fais du bon boulot, bon ça après chacun son opinion, moi je suis pas d'accord mais ça c'est pas grave, donc voilà. Quelle est la place selon toi de Terrier et Dubois dans l'effectif la saison prochaine?
Alors déjà, c'est gentil, merci beaucoup pour le compliment. Concernant les recrues Terrier et Dubois, c'est très très compliqué. On ne pourra savoir que quand le nouveau coach sera mis en place, s'il y en a un, ce qui semble probable quand même à mon sens. Mais voilà, on ne peut pas savoir à l'avance, sans connaître le coach, ses idées et ce qu'il veut mettre en place. Je pense que c'est des joueurs qui sont utiles dans un effectif, je pense que c'est des joueurs qui sont talentueux et qui ont de l'avenir. Mais voilà, c'est un peu difficile à l'heure actuelle de dire précisément quelle sera leur importance, quel sera leur rôle dans l'Olympique Lyonnais la saison prochaine. Je ne sais pas, mais je pense que c'est des recrues de bonne qualité et que un coach pertinent saura s'en servir comme il faut. On passe ensuite aux questions sur YouTube avec l'OL c'est la Champions League, bon c'est de moins en moins vrai mais bon voilà, qui demande « Penses-tu que l'avenir de l'OL se joue cet été et si oui, Aulas doit-il laisser la main ?» Moi ça me stresse énormément, j'ai peur pour le club. Alors pour moi oui, très clairement l'avenir de l'OL se joue cet été. Je pense que cet été ça va être une période de transition, qu'il va falloir bien négocier les choses pour ne pas se retrouver à la ramasse. Très clairement oui c'est une période de transition. Quant à savoir si Jean-Michel Aulas doit partir, laisser la main, je ne pense pas qu'il doit forcément laisser la main, mais il va certainement devoir laisser du pouvoir et de l'influence au coach, au moins sur le plan sportif. Je pense que Jean-Michel Aulas doit déléguer beaucoup plus sur le sportif et quasiment ne plus s'en mêler, quoi. Sur le côté entrepreneur, économie, tout ça, on sait à quel point il est talentueux. Sur le sportif, bon, la politique a montré ses limites et je pense, oui, qu'il est temps de laisser la main sur ce plan précis. Ok, alors la question suivante, c'est un très très long texte de Fabien Ludger, je pense que ça se prononce comme ça, qui dit qu'il n'est pas fan de Ranieri ni de Favre et qui préférerait Laurent Blanc. Alors ouais, c'est vrai que Fabien, il a écrit un super long texte, bon, je trouve ça super cool. Je trouve ça génial que les gens s'expriment à ce point-là sur ce que je fais, je trouve ça trop cool. Donc après, sur le fond, donc Laurent Blanc, moi je ne suis pas du tout convaincu par cette hypothèse. Non, voilà, c'est vraiment pas une idée qui m'enchante à titre personnel. Il a eu des bons résultats par le passé, mais tant ce qu'il a fait avec l'équipe de France que ce qu'il a fait avec le PSG, c'est pas quelque chose qui me convainc spécialement. D'ailleurs, il n'a pas de club depuis, et à mon avis, c'est un signe. Je ne sais pas si Laurent Blanc a beaucoup de compétences, je pense qu'il était bien entouré. Non, c'est pas du tout un choix qui m'enchante. Ok, alors ensuite, il évoque l'idée selon laquelle pour lui, le cas de l'entraîneur, c'est déjà réglé parce que, à son avis, Bruno Genesio ne pourra pas entraîner l'an prochain. Et d'ailleurs, il n'est même pas certain qu'il en ait encore envie, compte tenu de ce qui se prend dans la gueule et de l'état et de ce qu'il montre en conférence de presse ces derniers temps. Ouais, alors ça, pour le coup, je suis complètement d'accord. À mon avis, le cas de Bruno Genesio, il est réglé, mais ça se voit aussi quand il parle, en fait. Il a l'air exténué, il a l'air fatigué de tout ça. Alors, je ne vais pas dire déprimé, parce qu'il ne faut pas non plus abuser des mots, les mots ont un sens. Mais c'est vrai qu'il a l'air touché par ce qui se passe, et je ne sais pas s'il va avoir spécialement envie de se relancer une saison de plus là-dedans. À mon avis, il y a eu des gros chocs sur le plan sportif, des grosses désillusions. Comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, celle du CSK, je crois que c'est celle de trop. Et donc oui, je pense qu'il partira. Après, voilà, j'ai aucun moyen d'en être convaincu. Mais à mon avis, oui, même à titre personnel, c'est trop exigeant pour lui et je ne suis pas sûr qu'il ait envie de continuer. Mais là, c'est de la projection, je veux dire, j'ai aucune info pour corroborer ça, c'est juste un ressenti pour le coup. Alors ensuite, on a Mercatoel qui demande « Est-ce que tu es seul à gérer la chaîne YouTube et Facebook de football ou est-ce que vous êtes plusieurs à bosser dessus ?» Et il dit continuez comme ça. Donc ça va être l'occasion de clarifier un peu le truc une bonne fois pour toutes, quoi. Alors oui, ça va être l'occasion de mettre les choses au point à ce sujet. Moi, sur la page Facebook de football et la chaîne YouTube, je gère absolument rien. Moi, je publie juste des vidéos. En fait, avec l'administrateur principal de la page, on a une histoire qui remonte un peu du temps où j'étais au lycée, je tenais un blog où j'écrivais sur l'OL déjà à l'époque, mais ça remonte, hein. Et il m'avait dit, est-ce que tu veux faire une petite chronique? Bon, on avait échangé, voilà, on avait collaboré un peu à cette époque-là. Et là, il est revenu vers moi il n'y a pas longtemps parce que sur mon Twitter, j'ai posé un truc et ça l'a intéressé. Et il m'a dit, est-ce que tu voudrais faire des vidéos comme ça? Et voilà, on s'est reparlé, on a mis en place un petit partenariat. Mais bon, je ne gère absolument rien. C'est lui qui gère ça principalement. Et il fait un taf de fou. Moi, j'ai rien à voir là-dedans. Je fais juste ses chroniques et c'est tout. Je suis totalement indépendant, pas du tout lié à sa page de quelque manière que ce soit. Et heureusement d'ailleurs parce que j'ai beaucoup trop de taf à côté pour gérer un truc aussi démentiel. Dac. Ensuite, c'est pas une question, c'est sur YouTube, c'est Florian Messimili, je crois que je prononce bien, qui dit « Je t'ai déjà vu au virage nord avec un smiley clin d'œil à la fin ».
Bon, bah alors je vais pas te mentir, c'est possible. Après, je sais pas ce que veut dire ton smiley clin d'œil. Comment dire? J'espère que j'étais dans un état présentable au moment où tu m'as vu, j'en doute, mais voilà, pour le reste, on va dire que ce qui se passe au stade reste au stade, si ça te dérange pas. Ok, ensuite la question de Ludo, quels sont les rôles de Gérard Houllier et Bernard Lacombe? Alors, je vais te répondre déjà sur le plan officiel. Gérard Houllier, il est conseiller extérieur du président pour le plan sportif, de ce que j'ai compris. Et Bernard Lacombe, il a un truc du style, il s'occupe des légendes, de la fondation et de je sais plus trop quoi. Bref, Bernard Lacombe a été mis en retrait dans l'organigramme, sur le plan théorique en tout cas, et Gérard Houllier a entre guillemets pris sa place en devenant le conseiller du président. Dans les faits, franchement, j'ai du mal à savoir. Gérard Houllier, je ne sais pas trop quel impact il a, je ne sais pas trop quelle présence il a. Bernard Lacombe non plus, on le voit apparaître parfois dans la presse, rarement à son avantage d'ailleurs, soit dit en passant, mais je peux pas vous en dire beaucoup plus. Franchement, c'est un mystère pour moi. Un peu comme Pape Cheikh Diop. Alors Diop, on m'a énormément posé la question, on m'a dit est-ce que tu sais ce qui se passe, c'est quoi le problème, tout ça. Je suis dans le même flou artistique que vous à ce niveau-là, j'en sais rien, je ne comprends rien, et ça m'énerve autant que vous. Mais voilà, j'ai pas d'infos, j'ai essayé de sonder à droite à gauche, de comprendre un peu comment ça marchait, j'en sais rien. Ok, alors question de Ribemar maintenant sur YouTube, qui pose plusieurs questions, qui fait plusieurs observations, parmi lesquelles, je vais pas toutes te les faire, sinon tu vas encore faire une vidéo de 20 minutes super chiante. Il demande, avec un bon coach qui saurait gérer et faire progresser Memphis, il trouve que ça pourrait être un très bon joueur à l'avenir. T'es d'accord? Alors Memphis, c'est un peu compliqué parce qu'il a déjà eu des coachs et pas n'importe qui non plus. Alors est-ce qu'un bon coach, est-ce qu'un grand coach qui prend le temps de le faire se développer et de le faire progresser, ça pourrait faire de lui un joueur encore plus talentueux qu'il n'est maintenant? Je pense. Mais à mon avis, c'est un gros travail. Pour moi, c'est un peu du style de Balotelli, tu vois. Je pense qu'il y a très peu d'entraîneurs qui y arriveront, mais Lucien Favre a réussi, je dis ça, je dis rien. Mais je pense, oui, que Memphis, dans les bonnes conditions, bien encadrées, peut être un très grand joueur. Voilà, ça fait une transition, selon lui, pour parler du coach. Il demande si Gallardo à Lyon, c'est envisageable. Alors, Gallardo à Lyon, moi, ça me semble compliqué. Ça me semble être une rupture assez énorme. Je dis pas que ce serait une mauvaise idée, mais à mon avis, c'est vraiment pas une piste qui est privilégiée. Je peux complètement me tromper, hein. Mais voilà, ce serait une rupture vraiment importante, ce serait un coach avec des idées très originales. À mon avis, pourquoi pas, ce serait intéressant, mais ce serait un pari, tu vois, un pari très risqué, et je suis pas sûr que l'OL le fasse. À mon avis, c'est pas du tout ce qui se trame, je crois pas que l'OL soit dans cette optique-là. Mais pour autant, ça resterait quelque chose d'intéressant, mais ce serait un pari. Il n'y a pas du tout de certitude sur les résultats. Ça peut marcher comme jamais, et ça peut complètement foirer. Mais dans tous les cas, je ne crois pas que ce soit l'option qui est retenue en ce moment à l'OL, même si j'aimerais voir ça, ce serait intéressant. Julien Girard demande « Un retour de Juninho comme entraîneur la saison prochaine, c'est une bonne idée ou un nouvel épouvantail pour calmer les supporters ?» Et il demande aussi ton avis sur l'idée de mettre en place Juninho comme entraîneur adjoint aux côtés d'un coach plus expérimenté. Il cite Ranieri dans son exemple. Alors sur le retour de Juninho, je vais être très direct, parce que pour moi, c'est vraiment pas une chose avec laquelle on peut se permettre de rigoler. Juninho, c'est une légende, et c'est la légende pour moi. C'est la personne, c'est le joueur que j'ai le plus adoré dans ma vie. C'était mon idole absolue quand j'étais gamin. Donc je ne veux surtout pas entendre parler d'un retour si c'est pas dans les bonnes conditions. Le mettre entraîneur, par exemple, la saison prochaine, pour moi, ce serait insupportable, parce que c'est prendre trop de risques, et je ne veux pas qu'on salisse un nom et une idole pareille en le mettant dans les mauvaises conditions. La seule disposition dans laquelle j'accepterais ce retour dès la saison prochaine, ce serait en tant qu'adjoint, aux côtés d'un coach beaucoup plus expérimenté qui pourrait lui apprendre les ficelles du métier. Ensuite, on a Vaka24 sur YouTube qui parle de la venue de Jean-Michel Aulas à l'émission Tant qu'il y aura des gones de TLM et olympiquelyonnais.com. Alors, il demande si tu as des infos là-dessus, si une collaboration avec cette émission est envisageable pour toi à titre personnel, et il dit qu'il te le souhaite et il trouve que ce serait intéressant. Voilà. Alors, on va prendre les choses dans l'ordre. Non, j'ai pas du tout d'infos sur la venue de Jean-Michel Aulas à l'émission Tant qu'il y aura des gones. Je ne sais pas du tout si c'est dans les tuyaux, si ça va se faire, si ça se fait pas. J'ai aucune info à ce niveau-là. Après, en termes de collaboration avec moi, bah écoute, on n'en a jamais entendu parler. En fait, ils m'ont jamais proposé. Si je suis dispo, moi, ce serait un plaisir. Allez,
je vais quand même dire que bosser chez TLM, même quand à TLM ils sont d'accord, c'est un peu compliqué. Encore faudrait-il que certains répondent au téléphone. Voilà, c'est une petite... J'ai dit ça, j'ai rien dit. Mais pour répondre, non, ce sera avec plaisir de participer à cette émission. Mais voilà, j'ai pas encore été contacté, donc on verra peut-être. Ok, enfin, dernière question, c'est Lucas Girardet sur Facebook. Je trouvais que c'était une bonne conclusion. Cette saison, pour toi, quel est le meilleur et le pire match de Lyon? Oui, c'est une question qui conclut bien. Alors, le meilleur match de l'OL, alors pour moi, ça se joue entre celui de Saint-Etienne et celui de Nice, qui sont assez similaires parce que les deux adversaires ont proposé des idées qui en fait collaient parfaitement avec les qualités de l'OL, ce qui fait que Lyon a pu exploiter les failles et complètement exploser ces deux équipes, mais dans le contenu, voilà, c'était des matchs globalement intéressants. Je dirais celui de Nice peut-être. Et le pire match, alors ça c'est compliqué aussi parce qu'il y en a eu quand même qui étaient gratinés. Le pire match, c'est pour moi celui de Bordeaux à l'extérieur. Là. Une production offensive dans le jeu absolument inexistante et une équipe sans aucune consistance. Enfin, c'était n'importe quoi de A à Z. C'est vraiment, je crois, le match qui m'a le plus scandalisé. Il y en a eu beaucoup d'autres, mais moi, là, instinctivement, c'est celui qui me vient à l'esprit en y réfléchissant 2 minutes. C'est celui qui m'est venu direct. C'est vraiment un match où je me suis dit, mais attends, mais c'est n'importe quoi ce qui se passe. Bon ben voilà, c'est la fin de cet épisode spécial réponse, j'espère que ça vous a plu. Alors je suis désolé de ne pas avoir pu répondre à toutes les questions, il faut dire qu'il y en avait beaucoup. J'espère avoir pu faire le tour à peu près correctement et répondre au plus de questions possible. En tout cas, je vous remercie énormément pour votre soutien, pour vos retours et pour votre participation. Ça m'a fait vraiment plaisir, voilà, j'espère que cet épisode vous plaira, un épisode dans lequel on est un peu plus dans l'interaction, dans la discussion. On refera peut-être ça plus tard. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, si c'est quelque chose que vous aimeriez revoir. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous dis à mercredi prochain pour un prochain épisode de Verbatim. Et encore une fois, merci beaucoup pour votre participation et votre soutien. Je vous souhaite une bonne semaine. À la prochaine.